Et voilà, j'ai rendez-vous tout bientôt avec Gwenaëlle Percio, qui est la préfacière, entre autres, la préfacière de mon livre Enquête de mer. Et j'espère qu'on aura, voilà, que tout va jouer au niveau de l'informatique pour que je puisse la trouver tout bientôt en direct. Coucou Agnès, ciao ciao. Après, moi, voilà, parfait. Oui, Gwenaëlle Percio, je l'ai rencontrée l'année dernière autour de son livre Guérir des blessures d'attachement que j'avais vraiment apprécié et qui m'avait impacté parce que ce livre était plein de bonnes astuces ensuite pour modifier, changer, métamorphoser ce qui avait été difficile parfois dans nos vies. Et j'avais apprécié cet aspect de la résilience qui moi, me touchait profondément. Et donc, je l'avais contacté pour cette préface de mon livre Enquête de mer. Donc voilà, elle la rejoint. Parfait, Gwenaëlle est là. Merci Gwenaëlle. Je vais essayer de pouvoir te faire venir sur cette marche. On va voir si ça marche. Voilà. Yes. Ah, Et voilà. ça marche. Super. Bonjour Marianne. Mais bonjour Gwenaëlle. Ça fait bien plaisir. Ça fait quelques mois quand même qu'on ne s'est pas vu, donc ça fait bien plaisir de se retrouver là. Absolument. Merci de m'avoir invitée. Juste avant que tu arrives, j'expliquais à celle qui était déjà présente que je t'avais contacté, attends, je vais poser mon appareil, ça sera plus facile, que je t'avais contacté suite à la lecture de ce livre, Guérir des blessures d'attachement, Yes. et qui m'avait beaucoup touchée par son contenu et sa clarification de toutes nos blessures, mais aussi parce qu'il amenait quelque chose que moi qui résonnait très fort chez moi. C'est le fait que quand on a eu voilà des difficultés dans la vie, on arrive à rebondir, et même pour des blessures vraiment précoces, on arrive ensuite à rebondir. Donc c'était ça qui m'avait vraiment appelé à te demander de préfacer mon récit de vie. Et puis la première question que j'aimerais te demander, pourquoi tu as accepté? En fait, j'ai accepté après l'avoir lu, hein, évidemment. Enfin, évidemment. Ouais, quand même, parce que pour dire que j'ai été touchée par la profondeur, je pense, de ton dévoilement, par la profondeur des blessures vécues par toutes ces femmes, toutes ces personnes touchées au profond de leur être par des carences, par des négligences, par des abus émotionnels, et puis par la profondeur aussi du chemin de résilience en fait qui est le tien. Et ça, je pense que on a tous on bénéficie tous d'entendre des témoignages comme le tien. Parce que moi, avec ma casquette de psy, j'amène de la théorie, j'explique les choses, je conceptualise des choses qui parlent aux gens, évidemment, mais je trouve que les témoignages, c'est pas pour rien qu'il y a tant de biographies qui sortent, c'est sûrement ce qui va nous toucher le plus. Parce que l'attachement, c'est quelque chose à comprendre, je pense, mais c'est surtout quelque chose à ressentir. Et ton bouquin permet ça. Donc c'est pour ça que quand j'ai lu, moi j'ai fini en larmes, je te l'avais dit, j'ai fini en larmes dans le train. Je me souviens très bien de ce moment-là. Je revenais de Marseille, j'avais donné une formation sur l'attachement d'ailleurs, et j'ai fini ton manuscrit dans ce wagon TGV en étant, tu vois, sous les bienfaits de la purification de l'eau. Et je me suis dit ça, il faut absolument soutenir ce genre de texte qui touche au cœur. Voilà pourquoi j'ai accepté. Magnifique. Alors moi, c'était très touchant pour moi. Quand je pense qu'on a été touchés l'une l'autre réciproquement. Parce que quand on est dans son récit de vie et qu'on raconte son récit de vie,
En plus, j'ai dû faire tout un travail de narration autour de ces trous de ma biographie, donc dans des trous de cette absence de mère. En quête de mère veut dire que d'abord il y a eu une absence, et dans cette absence de mère, eh ben il y a des trous comme ça dans la biographie et qui se sont retrouvés à plusieurs moments de ma vie. Oui. Et donc j'ai dû tisser en fait de la fiction là à l'intérieur pour donner corps ou chair, hein, donner chair à une femme méconnue, peu connue ou quasi absente, pour que, pour que ma lignée, en fait, elle puisse avoir une lignée qui est comme retrouvée. Et ça, c'est Mm. peut-être aussi peut-être une forme de résilience qui vient avec l'âge. Ça, je sais pas. Mm. Peut-être que je peux entendre ton, ton apport là-dessus. Et du coup, on est très très pris par cette quête, par ce livre, tu vois, on est pris dans les mots, on est pris euh, dans cette quête de sens personnel. Et d'avoir ensuite ton apport Mm. dans cette préface a permis, comme tu dis, hein, de contextualiser le récit. Et pour moi aussi de me dire, ah ah, en fait, je suis pas la seule. Parce Mm. on a tendance, et c'est normal, quand on est plongé dans nos blessures ou qu'on réactive nos blessures au moment justement d'une écriture, Oui. d'être tellement impacté qu'on pense que c'est qu'à nous que c'est arrivé. Mm. Oui, et c'est très soutenant d'entendre que c'est pas le cas. J'imagine que tu as dû avoir des retours de lecteurs à qui ça a fait résonance, qui ont pu te dire merci Marianne d'avoir écrit ce livre parce que je me suis retrouvée moi avec ma mère, moi avec ma lignée, hein. Et ça a dû aussi te soutenir, j'imagine, en retour, non? Oui, alors complètement. Alors on a tous été bébés, forcément, on a beaucoup été mères, et donc du coup dans cet aller-retour, ce dialogue entre la mère qu'on a été, qu'on est, ou grand-mère, et l'enfant qu'on a été. Alors des fois on est impacté dans des troubles de l'attachement avec des absents, mais des fois aussi avec des présents. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que des gens m'ont dit, moi j'avais une mère, enfin beaucoup sont venus pour me dire, j'ai pas vécu comme vous une mère qui est partie, mais en fait elle n'était pas là. Mm. Eh oui. Et ça, j'ai été vraiment, je dois te dire, assez stupéfaite du nombre de personnes qui ont pu me dire ça. Eh oui. Moi, je suis pas du tout surprise du coup, parce que bah déjà moi c'est mon vécu. Hein. C'est vrai ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que si j'ai accepté de faire cette préface, c'est parce qu'il m'avait aussi touchée en résonance avec ma propre histoire. Et pour faire court, moi j'ai eu une mère qui est décédée quand j'avais 16 ans. Donc il y a eu quand même moi une absence évidemment manifeste, mais jusqu'à mes 16 ans, j'avais une mère qui était pas là en fait. J'avais une mère là et pas là. Et ça c'est effectivement le fait malheureusement de beaucoup d'individus, hein, d'avoir un ou deux parents psychiquement pas présents parce que pris par leurs blessures à eux, leurs traumas, aussi parce qu'on vit dans une société qui facilite pas beaucoup ça. Hein, il y a beaucoup à dire aussi sur l'aspect sociologique. Mais oui, ce qu'on appelle des carences affectives, hein, en lien avec une absence psychologique des parents, c'est beaucoup plus courant qu'on ne pense. Ouais. Et ça Et peut puis, faire alors, beaucoup de mal. oui, Oui. l'autre aspect qui est revenu beaucoup vers moi, Oui. c'est les personnes prématurées. Ah oui. Beaucoup de personnes sont venues me dire, mais moi aussi, j'étais prématurée. Alors peut-être à une autre époque où c'était plus facilité. Mais ce que je reconnais dans votre livre, c'est cette force de vie. Et alors, je ne sais pas à quoi ça tient vraiment, tu vois, qui fait que cette première difficulté qui est une sorte de résilience basique de survie, c'est quelque chose qui donne après une force vraiment un tout petit peu surhumaine, tu vois, aux personnes qui ont eu comme ça une difficulté Oui. très, très précoce. Oui, et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé souvent dans ma clinique, c'est-à-dire dans mon travail, et dont témoigneraient, je pense, la plupart de mes collègues, effectivement, cette force de vie, hein, tu le dis très bien, chez des personnes pour qui l'existence a été difficile dès l'arrivée au monde. Hein. Et pour moi, l'arrivée au monde, c'est la conception, évidemment. Hein. Donc, toute la vie intra-utérine est touchée par ça. L'arrivée vraiment ensuite, on va dire,
physiquement après la naissance et puis les suites après. Et effectivement, il y a des trajectoires comme ça assez incroyables de gens qui ont vécu très tôt parfois même des souffrances physiques incroyables et qui, malgré ça ou peut-être grâce à ça, vont faire après des trajectoires de se relever, de transformer l'adversité en force, et c'est vraiment ce qu'on appelle la résilience. Et moi, ma vision de ça, c'est que c'est une vision du coup spirituelle qui dépasse complètement la psychologie, c'est que je crois qu'il y a l'âme en nous qui descend pour faire quelque chose. Et quelque part, quoi qu'il arrive, et peut-être j'ai envie de dire même grâce à ce qui arrive, et ben cette âme, elle est du coup en plein dans ce qu'elle a à vivre dans ce corps incarné, c'est-à-dire un parcours d'adversité, mais du coup de résilience. Et si tu regardes d'ailleurs la biographie de tous les grands psychologues, humanistes de manière générale, de tous les gens qui ont fait beaucoup de choses pour les autres, et si tu regardes leur biographie, ils ont tous vécu des choses difficiles, tous. Moi, je crois que il y a là quelque chose de l'ordre du mandat d'incarnation, ou du contrat d'âme, comme ça que l'on veut, mais qui dépasse complètement, pour moi, la psychologie et la matière. C'est Oui. mon explication, en tout cas. On dit des fois dans le chamanisme que ceux qui vont être des chamans, qui sont donc des hommes médecine, ceux qui vont accompagner les autres sont choisis parmi les personnes qui ont eu des chocs ou Oui, qui ont eu justement des traumas ou qui ont été entre la vie et la mort à un moment donné et que ça a oui, permis certaines perceptions, certaines ouvertures de facultés. oui, On le dit aussi. par exemple. Oui, absolument. Ouais, ouais. Mm. J'aurais envie, enfin j'ai envie pour celles et ceux qui nous écoutent de juste lire un petit passage de mon livre parce que je donne la parole en fait à la prématurée et ça on m'a beaucoup fait le retour de de ces lectures en fait de ce que ça pouvait être d'être un bébé Mm. et d'être en couveuse. Alors, je vais juste lire quelques instants parce que je pense que c'est ma poésie. Mm. Ce n'est ce n'est pas de la conscience, tu vois, c'est pas je me souviens pas. Je ne me souviens pas de ce précoce-là, mais il y a quelque chose qui a profondément touché parce que là, nous avons tous été Mm. des bébés avec ce lien au monde très particulier qui est de chercher du contact tout Oui, d'abord et parfois où il n'y en a pas. c'est ça. Je laisse quelques mots à ce petit bébé. Oui, écoutons-le. Fouille, chou, fouille, chou. L'instant est différent des autres. J'ai cligné des yeux. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Comme si le son ne me suffisait plus, j'ai senti le besoin d'en connaître plus sur la vie, ma vie. Fouille, chou. Un appel qui venait de je ne sais où. Alors j'ai froncé toute la face. J'ai bavé d'efforts, battement de paupières. L'espace m'a happé d'un coup. Ma vie qui jusqu'ici se nommait orteils, cuisses, fesses, ventre, épaules, crâne. J'ai l'impression d'avoir des antennes maintenant qui bougent tout le temps. En fait, je me rends compte, puis chou, qu'elle se battait contre l'espace. Mm. Mm. Eh oui, en direct. Hein. Ça aussi, je trouve, une des forces de ton livre, Marianne, c'est de donner la parole à ce bébé. Au début, ça m'a un peu, comment, perturbée, tu vois, de plonger comme ça. Et puis, en fait, au bout de quelques pages, ouais, tu rentres dans ce monde-là, comme tu dis, on ne connaît plus avec notre conscient, mais que notre corps connaît. Hein. Mm. Il y a un autre moment qui est très important dont j'aimerais un tout petit peu qu'on parle, euh, c'est lorsqu'il n'y a pas eu. Oui, Il n'y a pas eu ses proches, il peut y avoir quelqu'un d'autre plus tard. Moi, j'ai eu ma grand-mère oui. plus tard,
Et on appelle ça, je crois, un pilier de résilience, enfin des personnes qui deviennent des piliers de résilience. Mais ça peut être une personne de notre famille, mais des fois ça peut être plus tardivement des éducateurs ou enfin. Donc c'est rattrapable à quelque part ce manque de relation. Oui. Et oui, hein, ça c'est aussi le grand message de la psychologie de l'attachement. Hein. En fait, pour moi, il y a deux, enfin, il y en a plein, mais les deux grands apports de la psychologie de l'attachement, c'est d'abord d'expliquer tous ces besoins d'attachement, ce besoin vital, tout ce qui se passe si on ne l'a pas, hein, ça fait de l'attachement insécure, ça peut faire de dépression, d'anxiété, ça c'est le premier grand axe. Mais il y a aussi tout un autre aspect qui n'est pas toujours expliqué, c'est en lien avec effectivement le concept de résilience, qui est de comment est-ce que grâce à cette force de vie, qui n'est pas la même chez tout le monde, hein, on a dit, eh bien, je vais quand même aller chercher ce que j'ai pas eu, et je vais quand même aller chercher cet attachement sécure, cette confiance en moi, en l'autre, dans le monde. Alors pas tout le monde, hein, c'est sûr, hein, tout le monde n'est pas résilient. Il y a malheureusement des trajectoires d'individus qui sont très tristes, profondément tristes. Mais de mon job de psycho, et puis en plus j'ai travaillé moi longtemps en psychiatrie, hein, donc j'ai vu des cas lourds, je peux vraiment témoigner qu'il y a des personnes, en effet, qui vont aller chercher ce qu'ils n'ont pas eu. Et donc, on dit souvent, effectivement, pilier ou tuteur de résilience. On parle aussi de figure d'attachement auxiliaire ou nouvelle ou alternative. C'est-à-dire, quand les parents n'ont pas été là, eh bien, qui d'autre? Et là, c'est toujours la même force innée de l'attachement qui pousse l'individu à aller chercher ça. Et typiquement, bah, c'est des exemples que tu as donnés. Hein, donc, ça peut être souvent un grand-parent. Hein, et il y a beaucoup des histoires d'attachement comme ça, réparatrices avec un grand-parent. Ça peut être des coachs sportifs, ça peut être un professeur, hein, même si c'est court. Hein, on peut avoir été. Moi, j'étais par exemple très touchée par un professeur d'histoire quand j'étais au lycée, l'année où ma mère est décédée, qui avait un regard bienveillant sur moi et qui a eu très peu, mais juste deux, trois phrases à des moments clés et qui m'ont porté en fait. Hein. C'est pas forcément des relations très longues comme une grand-mère par exemple. Hein. Et puis ça peut être après plus tard, bien sûr. Toute personne qui compte pour nous, donc ça peut être un mentor aussi de pensée, ça peut être quelqu'un qui arrive par le biais de l'univers qui est selon moi très généreux et qui va amener effectivement cette nourriture, si tant est qu'on est capable de la recevoir, hein, c'est aussi ça tout le défi, hein, faut-il encore recevoir, pour aller nourrir ce manque à l'intérieur. Hein. Et c'est ça qui va créer, dans le langage de l'attachement, on parle d'attachement sécure acquis. Hein, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas eu à la base, parce qu'on a beaucoup manqué. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas eu que c'est foutu, surtout pas. Hein. Et c'est notamment grâce à ces nouvelles relations sécures, plus tard, dès l'enfance, ça peut démarrer, l'adolescence, et puis même à l'âge adulte. Hein, ça peut être un thérapeute aussi, je l'ai pas dit, mais les thérapeutes peuvent être aussi des figures d'attachement très importantes sur une trajectoire. Oui, ça a été le cas aussi pour moi à d'autres moments, puisque cette quête de mère dans ce livre, c'est des abandons à répétition. Finalement, je cherche, je repère, je cherche, je repère, jusqu'au moment où il n'y a plus l'espoir, puisque ma mère est décédée, il n'y a plus l'espoir Mhm. de pouvoir vraiment faire un contact ou même comprendre. Dans la quête de mère, il y a aussi la quête de sens. Il y Mhm. a, il y a aussi cette, cette force à l'intérieur qui dit mais je veux comprendre. Et là, souvent, les thérapeutes peuvent nous aider Mhm. à avoir différentes visions ou différentes possibilités de mettre du sens. Et ça donne de l'existence. Enfin, moi, c'est ce que j'ai senti. Parce qu'on n'existe pas sans le regard de l'autre. Donc, il faut vraiment comme recréer de l'existence. Et ça, Oui, absolument. c'est un challenge. Hein. Oui, et tu vois ce que tu dis sur le travail avec un thérapeute qui va effectivement te permettre de comprendre. Ça, j'ai envie de dire, c'est la phase immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que si tu vas voir un thérapeute pendant un certain temps, il va t'expliquer, Madame, ce que vous avez vécu, ça s'appelle des traumas d'attachement, blablabla. Bla, bla. Mais en dessous, en fait, dans la phase immergée, il y a tout un travail beaucoup plus subtil de reparentage, hein, de retrouver du lien. Parce que cette personne-là, certes, elle t'explique des choses, elle te permet de mettre du sens. Ça, c'est le mental qui en a besoin. Mais à l'intérieur, en fait, ce qui se passe surtout, c'est que il y a quelqu'un qui, chaque semaine ou tous les 15 jours,
est vraiment là pour moi, a un regard positif, m'encourage, me relève dans les moments où c'est vraiment difficile, parce qu'un travail sur soi, c'est toujours difficile à certains moments, on peut même s'effondrer, c'est normal, et qui me relève et qui est là. Hein, et ça, parfois pendant même des années. Et c'est d'ailleurs, moi, c'est pour ça que je suis psychologue et que j'adore mon boulot, c'est qu'il y a ce que je transmets avec les mots, hein, parce que nous, les psys, les thérapeutes, on transmet avec les mots, on explique pas mal de choses, c'est aussi pour ça que j'ai écrit des bouquins. Mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est vraiment dans qu'est-ce qui se diffuse aussi de cœur à travers les discours, les explications. Et vraiment, Réparation. il est là. Et la réparation. Ça répare, Mm. ça répare ses relations. Même si elles sont professionnelles, à un moment donné, on oublie qu'elles sont professionnelles parce que transfert, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je me souviens, j'ai écrit dans mon livre à un moment donné sur ma grand-mère, elle m'a choisi. Mm. Elle est là, elle est un repère. Quand tu dis hein, la continuité dans le temps, elle vient chaque semaine et avec un thérapeute, souvent, on bénéficie de cette continuité. Elle vient chaque semaine, elle ne me déçoit pas. C'est intéressant, j'ai écrit ça, j'ai relu. Elle ne me déçoit pas et elle m'a choisi. Alors Mm. évidemment, un thérapeute choisit aussi. On peut quand même redire ça que le thérapeute aussi il Oui. choisit la personne qui va accompagner parce qu'il sait qu'il va pouvoir le faire. Oui. Et parce on peut pas accompagner tout le monde. Ça arrive qu'on estime que on n'est pas la bonne personne ou que pour des raisons qui sont liées à nous, hein, en tant que thérapeute, notre résonance personnelle, ça va pas être possible. Donc oui, on choisit. Et après, ce qui est important aussi dans ce que tu dis, c'est que il y a des moments aussi, on va quand même malgré tout être décevant pour les patients, hein, comme ta grand-mère l'a forcément été à certains moments, hein, et que ça c'est aussi réparateur parce que c'est comment on peut vivre une relation qui, à certains moments, est décevante, mais qu'elle peut quand même durer. Hein, et que ça parle de la vie en général, hein, parce qu'on est tous humains, hein, humains trop humains, comme disait Nietzsche, et inexorablement, il y a des moments, on va être à côté de la plaque, pas aligné, pas juste, pris par des émotions qui nous dépassent, quand même qu'on ne comprend pas, y compris les thérapeutes, y compris une très bonne grand-mère, y compris un bon parent. Hein, et c'est ça qui fait grandir l'enfant et l'être. Hein, et c'est en ça que l'attachement nous aide, parce que l'attachement, ça dit bien que un parent à être suffisamment bon, ça c'est une expression de Winnicott qui est très connue, hein, c'est la mère suffisamment bonne, mais c'est le parent suffisamment bon, comme ça peut être le conjoint suffisamment bon, ça sera le thérapeute suffisamment bon, c'est-à-dire on fait tous du mieux qu'on peut, hein, parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants, notre conjoint, nos patients, mais il y a inexorablement des moments où on va être à côté de la plaque. Et c'est bien, parce que c'est comme ça qu'en face, que ce soit un enfant ou un adulte, eh bien, il va aussi apprendre et à être en responsabilité de son propre processus. Y compris, alors plus l'enfant est jeune, plus on doit quand même au mieux, enfin faire au mieux, mais il y a même sur un enfant qui a faim, par exemple, le parent, il n'arrive pas immédiatement. Donc l'enfant va vivre une frustration, et c'est comme ça qu'il va se distinguer, hein, vraiment corporellement, entre lui et le monde extérieur, et se construire, et ainsi de suite, toute la vie, en fait. Parce qu'on est à la fois tous connectés, et en même temps, on est tous seuls, hein, au fond. Enfin, c'est les deux en même temps. Donc, bref, je peux aller encore plus loin là-dessus, mais juste pour dire que ces figures d'attachement ou tuteurs de résilience, elles sont à la fois nourrissantes, elles vont venir combler effectivement ce qu'on n'a pas eu, et en même temps, à des moments, elles ne seront pas parfaites, et c'est parfait. C'est l'imperfection parfaite, comme on dit. Donc la maturation, c'est la maturité, c'est de pouvoir exister malgré tout. C'est ça, exactement. Malgré la déception, malgré l'absence à certains moments, malgré la perte, parce qu'on va tous vivre des pertes. Hein. On va tous à un moment se retrouver seuls. Et comment, malgré ça, on continue, voire même grâce à ça, on devient un être meilleur, qui grandit grâce aux épreuves. Ouais. Mm. Merci. Bon, on va doucement conclure ce moment. Oui, Euh, voilà, c'est bon d'avoir des courts moments comme ça et donner des petites, tu sais, ouais, des une petite petites paille. pépites
comme ça des petits détails qui nous réconfortent, qui nous rappellent que, évidemment, humains, trop humains, on l'est tous, et que voilà, nos récits de vie permettent aux autres de s'identifier, comme moi j'ai pu m'identifier à d'autres qui sont venus vers moi. Et puis, je crois que tu as sorti, je crois que c'était juste avant l'été qu'il y a eu un nouveau livre illustré. Ou tu peux en parler deux, trois mots, parce que j'aime que les gens puissent avoir accès, tu vois. À ça. Tout de suite, on regarde pas loin. Oui, comme ça, je profite de montrer le mien en attendant. Voilà. En pleine lumière. Avec ce très beau dessin. Oui, très fort. Ouais, très fort. Carrément. Voilà, donc effectivement, ça c'est le dernier que j'ai sorti, qui s'appelle Les liens d'attachement. La particularité, c'est qu'il est 100% illustré. C'est-à-dire qu'on a travaillé en fait avec, je dis on parce que je l'ai coécrit avec mon amie Johanna Mikou, qui est psychologue également. Et donc en fait, on a Johanna Krenmar, qui est une illustratrice de talent, qui nous a fait des petits dessins tout du long pour que ce qui peut être parfois un peu lourd, quoi, hein, parce que ça touche, et bien, je suis un peu plus léger. Donc, je suis hyper contente de ce bouquin qui vise à rendre accessibles ces notions-là, en fait, à tous, quoi. Voilà. Écoute, magnifique. Merci pour ce tandem qu'on a fait autour de ce livre et autour de notre relation, du coup. Hein. Absolument. Relation, parce que tout est là. Hein. Quoi d'autre que la relation, finalement. Exactement. Alors, j'espère te revoir lors l'un de mes voyages vers la France, et toi, si tu viens vers la Suisse. Continuons de faire du lien, et un infini merci pour ta contribution à ce livre. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Je ne sais pas comment arrêter. Mais ça, c'est aussi un problème des personnes abandonnées, n'est-ce pas? Oui. Tu vois, techniquement, ça se rejoue. Tu dois avoir un bouton, une croix, par exemple. Si tu coches la croix, à mon avis. Exactement. La croix me va bien. Allez. Ciao, ciao.